Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Sur le quai des Régates à Metz, une dizaine d'aventuriers s'est retrouvée pour 2 heures de balade sur la Moselle. Dans une ambiance feu de camp, le capitaine Roby s'apprête à lever l'ancre sur sa petite Calédonie. Ici, petit comité, et patrimoine et nature. Je suis originaire de la région. Et j'ai redécouvert Metz comme un touriste et je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir une ville magnifique avec un riche patrimoine, avec une nature exceptionnelle. À la barre, le chef de bord se plaît à faire découvrir l'histoire, la nature et le patrimoine local. Un moment apprécié par les navigateurs. Il y a quelque chose qui passe là sur cette rivière. Il y a de la poésie, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la diversité, enfin c'est magnifique quoi. En plus de déguster un verre de vin de Moselle et quelques amuse-gueules en court-circuit, le petit comité se délecte d'un concert acoustique intime. Le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet instant. Si les marins d'eau douce profitent en toute sérénité, c'est en partie grâce à leur embarcation solaire. Nous, on est autonome. On n'est pas obligé de charger à quai avec telle ou telle électricité. On peut recharger à quai, mais juste avec les panneaux solaires, il est autonome. Là, on va naviguer. Les batteries se sont chargées toute la journée. On est autonome. De quoi admirer et écouter la cité messine, depuis ses parties les plus sauvages jusqu'à la vieille ville illuminée, fièrement gardée par son célèbre temple. Je le conseillerais à des touristes évidemment, mais surtout à des locaux, parce qu'on ne voit jamais la ville de la même façon quand on la découvre sur l'eau. Cette escapade poétique est à savourer tout au long de l'été chaque mardi soir, une occasion d'admirer un beau coucher de soleil ou un envol de cygnes. Allez, pour ceux qui aiment le monde automobile et son histoire, vous serez probablement intéressés par cette idée venue de la Sarthe. Réaliser un jeu de piste sur l'histoire des 24 heures du Mans, une forme de chasse au trésor modernisée grâce à l'aide de vos portables. Objectif, rallier 7 points le long de la boucle pour accéder à une cache mystère. Les précisions avec ce sujet d'Anthony Piton pour LMTV de Sarthe. Gabriella et Héloïse sont des chasseuses de trésors d'un nouveau genre. Leur mission, remplir leurs cartes avec les indices qu'elles vont trouver dans des endroits géolocalisés, dans une application connectée. C'est à côté de la poste, c'est indiqué sur l'application. Ça s'appelle le géocaching et l'activité compte de plus en plus d'adeptes. Je pense qu'il y a des indices. Ça permet de faire une activité sous le soleil, donc voilà, de se lever de bonne heure et de partir à l'aventure. L'aventure aujourd'hui les conduit sur la route du circuit de la Sarthe. À différents endroits, des boîtes permettent de découvrir des pans de l'histoire automobile et parfois des objets laissés par d'autres joueurs. On a des petits souvenirs des gens qui ont trouvé la boîte. Bon courage. Il faut bien avoir un GPS, je pense une carte au pire pour la trouver. Et une fois qu'on la trouve, c'est une sensation d'avoir accompli quelque chose. Cette balade connectée a été imaginée par Émilie Gervais. L'itinéraire reprend celui du Grand Prix automobile de France qui s'est couru entre 1911 et 1913. On a compilé toute la presse sportive de l'époque, l'auto, la vie au grand air. On a récupéré des dizaines et des dizaines de photos. On va découvrir un accident de voiture, un des premiers accidents en fait sur le circuit. On va apprendre aussi les différentes marques de l'époque, puisque en fait il y avait déjà Peugeot, mais il y avait énormément de voitures de marques automobiles qui n'existent plus aujourd'hui. Pour jouer, il suffit de télécharger l'application Géocaching ou de se procurer la carte papier dans les offices de tourisme. Comptez 3h30 pour terminer le parcours. Un village au cœur de l'histoire. À la fin de sa vie, le général de Gaulle avait choisi d'installer son domicile à Colombey, les deux églises en Haute-Marne. Il y a vécu plusieurs années jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le village demeure un témoin vivant de sa vie et de son héritage. Regardez ce reportage exclusif de notre partenaire Puissance TV sur place. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours.
Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey-les-Deux-Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. C'est une épice qui vaut de l'or. Comptez 30 000 € pour 1 kilo de safran. Et c'est à 500 mètres d'altitude, au pied du mont Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient un pistil qui deviendra du safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite, vous allez le voir. Pour Via Occitanie, Isaac Barry est allé à la rencontre de Laurent et de sa femme, safraniers depuis 2011. Ils vendent de la précieuse épice aux plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. Regardez. C'est dans une safranière nichée à 500 mètres d'altitude, au pied du Canigou, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient du pistil qui deviendra safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite. C'est une course contre la montre. Très vite, cette fleur doit être travaillée. C'est la fleur du jour. Donc vite, on va la ramasser. Vite, l'émonder, c'est-à-dire prélever le pistil. Vite la sécher, la conditionner en bocaux et la laisser maturer 2 mois avant de pouvoir la consommer. Une fleur contient un seul pistil. Il ne nous faut pas moins de 200 pistils pour produire 1 gramme de safran sec pur. Safranier depuis 2011, Laurent et sa femme distribuent les plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. L'épice vaut cher, comptez 30 000 € pour 1 kilo. C'est pour ses bienfaits médicinaux qu'il vaut de l'or. Voilà, c'est cette lecture qu'il faut avoir. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les grandes civilisations depuis l'époque pré-assyrienne. Civilisation d'Europe, Nord-Afrique, Asie et Occident, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Une fois récoltée, vient l'étape cruciale de l'émondage. La fleur de crocus, je vais aller la saigner, l'ouvrir avec l'ongle, évidemment séparer le pistil et aller le couper dans le jaune pour éviter tout déchet végétal. Le futur safran, ce sera les 3 fils rouges. Une phase qui est longue, l'émondage de la fleur met 5 fois plus de temps que la cueillette. Après, les pistils sont séchés et mis en bocaux pour les laisser vieillir et devenir safran. Naissant, il va être assez rond, fruité, sucré, très jeune, plus apte à de la pâtisserie. On va laisser passer quelques années, par exemple 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, et il pourra convenir sur du poisson comme un vin, exactement. La France produit une dizaine de kilos d'or rouge par an. Au XIXe siècle, le pays était l'un des principaux producteurs mondiaux de safran, avec plus de 30 tonnes chaque année. Voilà, et puis une pratique traditionnelle pour refermer ce journal, l'attraction animale. Elle revient au goût du jour dans nos campagnes, portée par une approche plus respectueuse de l'environnement. Des agriculteurs utilisent la force des animaux pour labourer les champs. Exemple dans les Vosges où les bœufs étaient à l'honneur il y a quelques jours. Fort comme un bœuf, on disait cela, un sujet de Marie-Danielle Rogovitz et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. C'était comme un retour dans le passé, une carte postale des pratiques agricoles d'autrefois. Et pourtant, l'attraction animale n'a pas disparu en France. Dans le village du Valtin, ce sont les bœufs qui étaient à l'honneur. Philippe Kuhlmann, fermier alsacien, forme régulièrement de futurs bouviers. Ceux qui doivent prendre la relève
c'est sûr qu'on n'ira pas du jour au lendemain et on ne va pas retourner vers tout le travail fait avec des animaux. Mais il y a quand même une agriculture à 2 vitesses qui s'installe et de plus en plus de personnes qui essayent de tendre vers l'autonomie alimentaire. Pauline, ostéopathe, elle souhaitait juste en apprendre un peu plus sur les animaux. Le guidage des bœufs attelés exige une attention maximum et de la confiance en soi pour ne pas se laisser dépasser par la force des bovins. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les chevaux, donc c'est quelque chose qui est pas évident, mais je pense que c'est simplement une question d'habitude. On voit qu'ils ont de la force et qu'ils poussent. Un petit peu, oui. En même temps, ils ont un outil qui leur demande d'avoir beaucoup de force dans la tête, donc c'est assez puissant, il faut quand même faire attention. Ils ont une force colossale. Si on fait une erreur, qu'on se trouve en débardage, si on n'évite pas et s'ils sont en pleine traction, si tu te trouves devant un arbre qui vient avec le joug, t'es ad patres, quoi, ça c'est sûr. Tu vas aussi au ciel ou en enfer, ad patres. Des travaux des champs qui ont fait le bonheur du public pour certains acteurs d'un jour. C'est plus naturel parce que les tracteurs, ça consomme beaucoup d'essence. Tu saurais les arrêter ? Non, ça a beaucoup trop de force. Des produits locaux, la Bretagne n'en manque pas. Alors parmi les richesses culinaires de cette région, il y a bien sûr l'élevage des moules, soit la mytiliculture, selon le terme professionnel. C'est pour en savoir un peu plus sur ce milieu qu'une entreprise locale organise des sorties en bateau au milieu des pieux où se trouvent les moules, comme vous le voyez sur ces images de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Des sorties qui intéressent autant les locaux que les touristes, propos recueillis par Mathilde Kemener de TBO. Donc imaginez-vous effectivement, en combi certes, mais dans une eau à peut-être 8-9 degrés, devoir plonger pour faire un nœud à la main sur tous les pieux que vous voyez là. On propose justement aux gens de découvrir l'envers du décor, comment on produit les moules. Généralement les gens sont assez contents, ils sont même assez surpris de la difficulté du métier. Quand on voit le prix d'un kilo de moule, le travail qu'il y a à faire, impensable quand même. C'est vraiment pas cher, un kilo de moule. C'est un métier qui doit être mis en valeur et voilà, de profiter des ressources qu'il y a près de chez nous. Je trouve ça très très intéressant. Voilà, et décidément, l'âge n'est en aucun cas une limite pour vivre ses passions. À presque 80 ans, Michel reste un mordu de l'univers des taxis de sa région, la côte d'Émeraude. Un littoral qu'il aime parcourir à bord de sa 2 chevaux un peu spéciale. Un modèle rare que bichonne cet ancien artisan. Une belle rencontre que nous propose la chaîne TVR. Regardez. Dans le nord du département, Michel possède un modèle unique, un peu capricieux au démarrage, une 2 chevaux taxi. L'été, je fais des sorties à droite à gauche, elles tournent, donc il n'y a pas de souci. Elles sont l'essence, ça doit être bon. Alors c'est un prototype, ça, qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu 3 modèles de fait en France. L'ancien artisan taxi de Saint-Coulon a reproduit ce prototype proposé par Citroën dans les années 50, lorsque la mairie de Paris a voulu uniformiser les taxis de la capitale. Mais l'autorisation de circuler ne lui fut pas accordée. Parce qu'à cause de la capote, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. La 2 chevaux, tout le monde la connaît dans le coin. Alors on a la chance aussi de pouvoir travailler dans ce métier dans des super décors. J'ai eu des Japonais qui m'ont envoyé des cadeaux du Japon parce que je leur ai fait découvrir un petit peu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Michel a acheté la licence taxi de Saint-Coulon au début des années 80. C'est pas facile quand on démarre dans une petite commune, et puis placé ici, j'étais un peu éloigné de tout le monde, hein, donc après il a fallu faire sa place. Puis après, je me suis fait mon trou, je me suis fait connaître, et puis le service était peut-être différent des taxis des grandes villes. À ses débuts, Michel acceptait toutes les missions, livraison de colis, trajets longs, ou excursions privées à la demi-journée pour les touristes étrangers. Les pêcheurs à l'époque du coin, ils allaient à Terre-Neuve, donc il fallait les emmener à Bordeaux, à Boulogne. C'était des kilomètres là. Et puis après, je me suis un peu spécialisé, parce que j'aime bien bouger, dans l'excursion. Et les Américains, on allait au Mont-Saint-Michel, 5 minutes après, ils avaient fait 4 photos devant la porte et hop, on revenait. Et après, j'ai compris qu'en faisant les petites routes de campagne, les vieilles maisons, et là, c'était ça qu'ils voulaient voir en réalité.
Le client, il nous connaît, il connaît nos habitudes. Et souvent, quand vous arrivez, allez, rentrez, prenez un petit café. Mais il y en a beaucoup, c'est tutut, ils arrivent devant le bistrot ou l'hôtel. Le client, il doit être à la disposition du taxi. Moi, je dis, c'est l'inverse. Le taxi, il est au service du client, ce qui est tout à fait différent. Il est en ancien franc encore. Et les euros, aujourd'hui, ça correspond pratiquement à la somme, sauf que c'est pas la même valeur, hein. Ils sont plus de 15 000 chaque année à être abandonnés. Les animaux de compagnie sont les principales victimes des départs en vacances. Une donnée malheureuse compensée néanmoins par une prise de conscience de plus en plus importante sur le bien-être animal. Exemple dans la Loire où les animaux ont notamment le droit à des séances d'ostéopathie. Un reportage et des explications de Céline Arcilia pour la rédaction de TL7. Regardez. Pepsi est la jument de 22 ans de Vanessa. Et pour cette propriétaire, il est indispensable de s'occuper du bien-être de sa mamie. Elle a régulièrement recours au service d'une ostéopathe pour s'assurer qu'elle n'ait pas de maux musculaires ou osseux. C'est une tendance qui est d'actualité et c'est très très bien. Les gens font de plus en plus attention à leurs animaux, à leur bien-être, à leurs besoins. Et ça, c'est impeccable parce qu'il y a des choses qui sont importantes. On ne peut pas monter sur le dos d'un cheval sans savoir s'il a mal ou pas. Pepsi passe donc sous les mains expertes de Pauline Barry. Son activité est relativement jeune, mais elle est de plus en plus plébiscitée par les propriétaires d'animaux. Chaque mois, elle peut en voir entre 60 et 90 en consultation. Des animaux comme les chiens, qui apprécient particulièrement le moment, comme Priska. Pauline sait cibler les problèmes tout en respectant les besoins de ses patients. Même si au début, il y a une petite appréhension, parce que souvent, je mets mes mains là où ils ont mal, mais c'est vite dissipé quand ils voient que finalement... on y va doucement et que je respecte aussi les limites qu'ils me fixent quand ils me disent qu'ils ont mal. Et on arrête, on essaye vraiment en fait de rester sous le seuil de douleur. Et si les propriétaires sont de plus en plus attentifs au bien-être physique de leurs animaux, l'aspect psychique est aussi une préoccupation. Marie-Jo Reynaud-Sabot est comportementaliste félin, une discipline peu connue finalement, et pourtant. Le chat, il est un peu considéré comme un meuble dans la maison, alors que lui, il a des vrais besoins. Il a besoin d'interaction dans le jeu, par exemple. Il a besoin aussi d'avoir des coins à lui. La comportementaliste va établir un programme avec les propriétaires pour changer des comportements gênants comme le dépôt d'urine en dehors de la caisse ou l'agressivité, des comportements qui ont pu se développer lors des derniers confinements. Alors que l'on soit chien, chat ou bien cheval, les propriétaires d'animaux s'accordent souvent sur une chose, leurs compagnons méritent une attention particulière pour être bien dans leur tête. Voilà, et puis c'est un nouveau remède contre la maladie d'Alzheimer que nous allons vous présenter, l'équithérapie, qui permet de soigner des patients grâce aux chevaux. Une prise en charge atypique qui présente des effets spectaculaires, vous allez le voir. Chaque semaine, dans les Bouches-du-Rhône, ce groupe accompagne des centaines de personnes grâce à cette nouvelle pratique. Rudy Dahan est allé à leur rencontre pour notre partenaire de la Provence. Regardez. Impeccable. Est-ce que vous vous rappelez la deuxième étape du parcours ? Il faut faire le slalom. Le slalom, c'est ça. L'équithérapie pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que propose l'association ECUS, qui reçoit chaque semaine 4 patients adressés par France Alzheimer, avec un accompagnement spécifique dispensé autour du cheval par des équithérapeutes. ECUS, c'est une association qui a 36 ans d'existence et qui propose de la thérapie avec le cheval. Il y a tout un cadre qui est mis en place. Le fait que ce soit chaque semaine, tous les 15 jours, avec la même thérapeute, trouver ses repères et peut-être solliciter la mémoire ou en tout cas solliciter tout ce qui est de l'ordre du cognitif. Une méthode d'équithérapie pensée selon chaque patient, dont la récurrence chaque semaine permet de voir l'évolution de chacun, la présence du cheval permettant un apaisement du patient presque immédiat pour la plupart. L'idée, c'est de leur proposer un cadre avec la nature et surtout d'utiliser le médiateur cheval pour venir travailler dans plein de domaines différents. Donc on travaille aussi bien sur le plan moteur que sur le plan cognitif, mais aussi toute la sensorialité du cheval, puisque vous avez vu qu'il y avait tout le temps du pansage qui est très importante. Impeccable! À la première séance, il était même sur, comme on dit, un petit nuage. Il espérait être repris pour les prochaines séances. Quand il sort de cette séance, il a un apaisement total. Chaque semaine, ce sont près de 300 patients atteints de différents troubles physiques et ou psychiques qui bénéficient de l'accompagnement d'ECUS, un moment devenu presque indispensable pour la plupart des personnes qui se présentent aux séances de l'association.
Et puis elle s'invite de plus en plus dans l'alimentation des Français. Petits fruits rouges orangés de la famille de la tomate, c'est la baie de goji. Des baies qui proviennent aujourd'hui essentiellement du marché asiatique. Pourtant, dans l'Oise, quelques producteurs français se sont lancés dans la culture de ces fruits. Jérôme Aubron les a goûtés pour WEO TV. Regardez. En Chine, on lui prête des vertus millénaires telles que la jeunesse éternelle. Oh, regarde, là, il y en a. Regarde. C'est la baie de goji, petit fruit orangé de la famille des tomates que Valérie cueille avec délicatesse. On choisit les bien mûrs, bien colorés, charnus et bien orangés, vermillon, voire rouge. Je préfère cueillir avec la queue pour qu'elles se conservent mieux. Comme ça, au frigo, on peut les garder une dizaine de jours sans problème. Et pour le contrôle qualité, l'agricultrice peut compter sur son fils. Hé, mange pas tout, gourmand. Mets-les dans le kangourou, s'il te plaît. Ah oui, c'est super bon. Il n'y a presque même pas besoin de les croquer. Originaire de Méditerranée, la baie de goji s'est d'abord exportée en Chine. 90% des baies produites dans le monde proviennent désormais du marché asiatique. Pourtant, il y a 5 ans, c'est bien dans l'Oise que Valérie décide d'en développer la culture. Un pari sur l'avenir. Alors la baie de goji, elle pousse très bien sur un sol calcaire. Et notre plateau picard, il est justement très calcaire. Le climat évoluant, on arrive à des taux d'ensoleillement suffisants maintenant pour produire la baie de goji. Connue pour ses qualités gustatives, la baie de goji s'installe de plus en plus dans le régime alimentaire des Français. Et contrairement aux idées reçues, elle ne se consomme pas qu'en fruits secs. On a l'habitude de les trouver sèches dans les magasins, mais en fait, c'est comme tous les fruits, c'est meilleur frais, il y a plus de vitamines, et il y a tous les bienfaits, et le goût est plus savoureux. C'est le fruit qui contient le plus de vitamine C au kilo. Elle est aussi très riche en acides aminés. La France ne compte qu'une vingtaine de producteurs de baies de goji, d'où sa valeur. Pour des baies fraîches et bio, il faudra compter en moyenne entre 80 et 100 € le kilo, le prix d'une alimentation à la fois saine et locale. Tout à fait autre chose, il ne dispose pas officiellement du titre de super-héros, mais pourrait certainement y prétendre. Jean-Yves Blondeau est plus connu sous le pseudonyme de Rollerman. Un surnom qu'il doit à son armure composée de 26 roues. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette combinaison lui permet de dévaler dans toutes les positions les routes et les pentes de sa région. Un personnage étonnant, vous allez le voir, et des images superbes fournies par Luc Harouk pour la chaîne 8 Mont Blanc. Accrochez-vous, Rollerman roule à toute allure. En enfilant son armure, Jean-Yves Blondeau se transforme en Rollerman, un super-héros mi-homme mi-robot qui repousse les limites du possible. Alors d'abord on a des bras, virage à droite, virage à gauche, virage à droite, virage à gauche, passer en 4 pattes, hop, genou, virage à droite, opposé, freinage, 4 pattes, allongé, skeleton, ça c'est pour qu'on ira très vite tout droit. Alors, c'est la fin de la descente, on ressent quoi comme sentiment? Ça vole. C'est du vol avec de la grande vitesse. Mais pour tout comprendre de Rollerman, il faut se rendre directement dans la maison de son créateur, là où tout a commencé. Ici le stock, les rollers, les casques, les armures à vendre. Il y en a pour tous les goûts. Et pour vivre des sensations uniques accrochées au bitume, Jean-Yves passe le plus clair de son temps à l'atelier. C'est ici qu'il conçoit sur mesure chacune de ses armures. La création du Buggerline, c'était une étude sur les sensations d'équilibre du corps humain et la locomotion dans l'espace. C'est une étude de design en diplôme supérieur d'art appliqué, donc en bac plus 5, où pendant 1 an, j'ai étudié le corps, l'équilibre et la locomotion. Et j'ai vu à un moment donné qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une armure qui permet de rouler dans toutes les positions. Jouissant d'une communauté de près de 500 000 fans en Asie, Jean-Yves Blondeau est connu pour avoir tourné un film avec l'illustre Jackie Chan. Son rêve le plus fou désormais, pouvoir un jour commercialiser en Chine et à grande échelle son armure à roulettes.
Voilà, partons pour un voyage exotique dans le Gers pour terminer ce journal. La palmeraie du Sartou offre un spectacle unique de verdure pour les visiteurs depuis plus de 20 ans. Des milliers de palmiers côtoient bambous, nénuphars et une impressionnante mosaïque florale, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Une expérience étendue sur 10 hectares qui transporte les visiteurs à l'autre bout de la planète. Écoutez ce propos de la propriétaire du site. Elle répond aux questions de Clément Gassi de la Dépêche du Midi. Le palmier dans l'imaginaire collectif, c'est quand même toujours les vacances, l'évasion, c'est les îles, c'est les lagons bleus. Et ici, si vous voulez, on a reconstitué un micro endroit de rêve. Et les visiteurs nous sont très reconnaissants de ça, ils nous le disent souvent. Ils ont voyagé. C'est très valorisant pour le travail qu'on a accompli ici, puisque c'est 40 ans de travail parfois difficile. Mais notre récompense, elle est là. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.